J'ai été choqué quand j'ai découvert qui était la maîtresse de mon mari, mais je lui ai appris une leçon qu'elle ne pourra jamais effacer de sa mémoire. Je ne suis pas le genre de femme à fouiller dans les affaires de son mari, mais cet après-midi-là, alors que je rangeais le placard à manteau du couloir où toujours un champ de bataille de vieilles reçues, de clés en trop et de billets de baseball datant de je ne sais quand, quelque chose en est tombé, aussi silencieux et soudain qu'une gifle sans bruit, une photo Polaroid. Je me suis penché et l'ai ramassé sans y penser à deux fois, mais au moment où l'image a commencé à se développer, mon cœur a semblé s'arrêter. Ce n'était pas le genre de charmante vieille photo que les gens gardent par nostalgie, non. C'était le genre de photo qui n'existe que quand quelqu'un veut capturer quelque chose de secret, le genre de moment qui ne devrait jamais voir le jour. Deux personnes intimes, nues, pas un seul fil de vêtements entre elles. L'homme était mon mari, Luc, 38 ans, PDG d'une entreprise technologique à Lyon, Rhône-Alpes. Je l'ai reconnu immédiatement, ses larges épaules, la tache de naissance en forme de goutte d'eau sur le bas de son dos que j'avais embrassé des centaines de fois. 7 ans de mariage ne vous laissent pas oublier ces choses. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'est la femme à côté de lui. Son visage était tourné, mais les longues boucles châtains, l'inclinaison de sa tête à la fois timide et intentionnelle ont éveillé en moi un sentiment profondément familier. Je suis resté figé dans le couloir, la photo toujours à la main. La maison était si silencieuse que j'entendais mon propre rythme cardiaque résonner. La maison que Luc et moi avions repeinte l'année dernière ensemble, où nous avions discuté pendant 20 minutes pour savoir si le nuage du soir ou brume violette convenait le mieux au salon. Maintenant, ces murs me donnaient l'impression de se refermer sur moi, m'étouffant de leur fausse chaleur. La porte d'entrée s'est ouverte, me faisant sursauter. « Sophie, je suis rentré. » Sa voix a résonné depuis le hall, suivi du bruit familier des clés tombant dans le bol en céramique que j'avais fait pour lui lors d'un cours de poterie pour mes 35 ans, un anniversaire qu'il avait complètement oublié sans un rappel de son assistante. J'ai glissé la photo dans la poche de mon jean, tapoté légèrement mon visage pour y faire revenir un peu de couleur, puis je suis descendu comme si de rien n'était. Luc desserrait sa cravate, les yeux s'illuminant en me voyant. « Je pensais commander thaïlandais à ton endroit préféré. Tu veux ajouter des nouilles aux fruits de mer ?» J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Ça a l'air délicieux. Il s'est approché et m'a embrassé sur le front, comme d'habitude. Son parfum habituel persistait, mais ce soir, mélangé à quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne m'appartenait pas. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, le regardant dormir, son visage paisible, chaque souffle régulier comme si rien n'allait. Je ne l'ai pas réveillé, ne l'ai pas confronté, ne l'ai pas accusé. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de savoir qui était cette femme. 3 semaines après avoir trouvé cette photo, j'étais devenu quelqu'un de complètement différent. Plus la Sophie qui préparait le café pour son mari chaque matin avant le travail. Plus la femme qui croyait aux réunions tardives et aux excuses trop fatiguées, parlons demain. Je suis devenu quelqu'un qui traquait chaque pas qu'il faisait et chaque trace qu'il laissait derrière lui. J'ai commencé par son téléphone. Luc le gardait toujours face vers le bas sur la table, une habitude que je trouvais autrefois charmante, mais qui maintenant levait des drapeaux rouges. Un lundi matin, alors qu'il était sous la douche, je l'ai discrètement déverrouillé en utilisant Face ID, un geste auquel il ne s'attendait jamais. J'avais pratiqué des dizaines de fois pendant qu'il dormait. Dans les photos récemment supprimées, il n'y avait rien d'évident, mais l'historique des appels racontait une autre histoire, le même numéro continuait d'apparaître, sans nom associé et pas de conversation ni message régulière. Au lieu de cela, il utilisait des applications de messagerie chiffrée que je n'avais jamais vues auparavant. Le sentiment que quelque chose de plus grand était caché m'a poussé à agir. J'ai fouillé sa voiture, ce que j'évitais habituellement, car Luc détestait que quiconque réarrange son espace. Dans la boîte à gants, sous la doublure en tissu, se trouvait un autre téléphone, encore poussiéreux. Je n'ai pas pu y entrer, mais quand je l'ai chargé et allumé, un message s'est éclairé de signal, « Mon amour, tu me manques déjà. Le dîner de dimanche sera difficile à simuler à nouveau, mon amour. » J'ai fermé les yeux quelques secondes pour me calmer. Ce message n'était pas seulement la preuve d'une liaison, il laissait entendre quelque chose de plus troublant, elle allait être au dîner de famille de dimanche. J'ai commencé à tout retracer, chaque relevé de carte de crédit partagée, chaque réunion surprise, chaque chemise qui sentait bizarre, chaque cravate inhabituelle. Une fois, il a dit qu'il rencontrait un ancien contact à Marseille, mais le reçu Uber menait à un quartier résidentiel à moins de 8 km de notre maison. Un fleuriste chic a envoyé une facture, elle adore ça.
J'ai recoupé son calendrier avec l'historique de localisation de l'AirTag que j'avais glissé dans son coffre, il n'était pas allé au bureau comme il le prétendait. Une autre fois, quand il a dit qu'il avait un dîner d'entreprise à Lilton, j'ai trouvé le reçu du minibar, 2 verres de vin blanc, dîner pour 2. Je pensais que je le saurais tout de suite si j'étais trompé, mais non. La trahison de Luc n'était pas un coup de couteau au cœur, c'était plutôt un gaz toxique, lent, invisible, inodore et suffisant pour détruire silencieusement tout. J'ai essayé de trouver des indices sur son identité, mais Luc était prudent, pas de nom, pas de photos, juste des fragments de messages, parfois se référant à des souvenirs d'enfance. Une ligne particulièrement étrange, ce voyage au lac d'Annecy quand nous étions petits et le vieux pick-up rouge de papa. Luc n'avait pas eu d'enfance en région parisienne. Il avait grandi à Annecy, Haute-Savoie, et avait déménagé à Lyon à 22 ans pour lancer sa carrière. Alors comment pouvait-il se remémorer des jours d'école primaire à Écully? Qui se cachait vraiment derrière ces souvenirs? J'ai commencé à revoir tous ceux qui avaient vécu à proximité, amis, collègues, anciens voisins. Et puis la pièce du puzzle s'est mise en place, s'ajustant trop parfaitement. Le dîner du dimanche était une tradition de ma famille, pas de la sienne. Nous l'organisions une fois par mois, toujours chez mes parents à Écully, le même endroit où nous faisions des barbecues et partagions de vieilles histoires une fois par mois. Ma mère cuisinait son fameux rôti, mon père sortait le vin des grandes occasions, mon frère et sa femme s'asseyaient en bout de table avec leurs enfants, et puis il y avait Jeanne, ma cousine, 27 ans, qui avait vécu avec nous pendant 2 ans après le divorce de ses parents. Elle était récemment revenue à Lyon après une pause de réinitialisation de carrière et Luc, qui avait soudainement manifesté de l'intérêt à renouer avec la famille, était celui qui avait insisté pour que nous invitions Jeanne la dernière fois. J'ai figé quand j'ai relu ce message, j'ai hâte pour le dîner de famille de dimanche. Faire semblant devient plus difficile à chaque fois. J'ai regardé dans le vide en posant le téléphone. Si mon instinct était juste, celle qui me trahissait n'était pas seulement l'homme partageant mon lit chaque nuit, c'était aussi celle assise à la table de ma famille, m'appelant en cousine. Ce dimanche de dîner de famille, je n'ai pas pu avaler une seule bouchée. Tout le monde s'était rassemblé dans le jardin de mes parents à Écully. La scène était familière, rire, l'odeur de viande grillée, guirlandes lumineuses scintillant entre les vieux chênes. Mais je n'étais pas la même. J'observais, j'écoutais. Luc, bien sûr, savait jouer son rôle, il riait avec mon père, aidait ma mère dans la cuisine, amusait les enfants. Mais ses yeux ne m'évitaient pas, ils évitaient quelqu'un d'autre, Jeanne. Elle portait une robe en soie vert olive, des boucles châtains en cascade sur ses épaules, un verre de vin blanc à la main, souriant comme si elle posait pour une couverture de magazine de voyage. Et puis je l'ai vue, ce moment précis, la façon dont Luc la regardait. Ce n'était pas ainsi qu'un homme regarde la cousine de sa femme. Ses yeux se sont posés sur son poignet, où elle portait le bracelet en argent que j'avais vu sur une note de carte de crédit une fois. Jeanne, comme par réflexe, a glissé sa main derrière son dos et a ri comme si de rien n'était. Mon cœur ne s'est pas emballé, pas de larmes, juste un courant froid me parcourant l'échine. Après le dîner, tandis que tout le monde se déplaçait à l'intérieur pour regarder le match de baseball, je me suis excusé pour aller à la salle de bain à l'étage, celle que Jeanne venait d'utiliser, où elle avait laissé son sac à main sur le lavabo en marbre. Le sac beige était familier, déverrouillé. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert son téléphone. Elle utilisait toujours le même code que celui qu'elle avait au lycée, l'anniversaire de Toby le chien que nous aimions tous. Une partie de moi espérait ne rien trouver. Cet espoir s'est dissipé au moment où j'ai ouvert l'application Signal. Des centaines de messages de Luc, enregistrés sous elle. Luc, j'ai rêvé de toi la nuit dernière, je me suis réveillé en pensant que j'étais toujours à tes côtés. Jeanne, ne me fais pas plus te manquer. Dîner de dimanche, encore une performance. Luc, je déteste faire semblant, mais nous y sommes presque. La liberté arrive. Jeanne, elle ne comprendra jamais. Sophie a toujours été trop sensible. J'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait la gorge. Les messages continuaient de couper plus profondément, elle s'en remettra, elle est forte, n'est-ce pas? Ne te sens pas coupable. Nous ne faisons rien de mal. Nous sommes juste amoureux. J'ai voulu jeter son téléphone à travers la pièce, mais au lieu de cela, ma prise s'est resserrée, l'instinct de quelqu'un s'accrochant au dernier morceau d'épave dans un naufrage. J'ai pris des captures d'écran de tout, messages, photos, même les localisations GPS de leur application de planification qui confirmaient les rencontres secrètes. Des lieux s'illuminèrent, un petit hôtel à Vienne,
une location à court terme dans le quartier de la Croix-Rousse, tous correspondant parfaitement au voyage d'affaires de Luc. Puis vint le coup de la semaine passée, Luc, l'appartement que tu as choisi est parfait. Je peux m'imaginer vivre là avec toi. Jeanne, encore une semaine. Je lui parlerai. Il planifiait de partir, il ne me l'avait juste pas encore dit. Et moi, celle qui avait payé les frais de scolarité de Jeanne quand elle ne pouvait pas se permettre de changer de spécialisation, celle qui l'avait aidé à se remettre d'une rupture douloureuse, celle qui l'avait laissé vivre chez moi pendant près d'1 an quand elle avait perdu son emploi. J'étais devenue l'étrangère dans ma propre vie. J'ai éteint le téléphone, l'ai remis en place comme si je ne l'avais pas touché. Quand je me suis regardé dans le miroir, je reconnaissais à peine la femme qui me fixait. Mais je savais une chose, à partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière. En bas, Jeanne m'a souri comme si de rien n'était. Elle a passé un bras autour de moi et a murmuré, « Tu as trop travaillé ces derniers temps, je m'inquiète vraiment pour toi. » J'ai souri en retour, mais à l'intérieur, une pensée résonnait clairement, « Tu m'as tout volé et tu as encore le culot de me regarder dans les yeux. » À partir de ce jour, je n'étais plus la Sophie que Luc pensait connaître. Mais il n'a jamais rien remarqué. Je souriais toujours le matin, lui versais son café, l'embrassais sur la joue avant le travail. Je lui demandais même ce qu'il voulait pour le dîner, commandais son plat thaïlandais préféré, jouais ses morceaux de jazz préférés pour l'aider à se détendre. J'ai joué l'épouse dévouée avec une précision impeccable, car si j'allais abattre un homme qui avait joué son rôle pendant plus d'1 an, je devais le surpasser. Mais quand le soleil se couchait, je devenais quelqu'un d'autre. J'ai commencé avec des outils simples, un minuscule microphone caché dans le diffuseur d'huiles essentielles sur le bureau de Luc, une caméra discrète dans le coin de la bibliothèque, l'endroit qu'il pensait suffisamment privé pour faire des appels vidéo pendant que je dormais. Quand il quittait la maison, j'accédais à son ordinateur via un compte secondaire synchronisé sur Google Chrome, celui dont il pensait que je ne savais même pas l'existence. J'ai téléchargé l'historique de navigation, récupéré des emails qu'il pensait supprimer, quelques PDF, un contrat de location, un calendrier d'événements lié à un compte iCloud étrange associé à un iPad qu'il avait accidentellement cassé 2 mois auparavant. J'ai discrètement tout stocké sur un disque dur externe caché dans mon tiroir de pull d'hiver, un tiroir que Luc n'ouvrait jamais. Puis j'ai engagé un détective privé. J'ai choisi une petite agence à Bordeaux, à près de 2 heures de route de Lyon. J'ai utilisé mon ancien nom de lycéenne, Sophie Moreau, juste au cas où quelqu'un déciderait de fouiner. Je leur ai donné des photos de Jeanne et Luc, leurs adresses de bureau et une liste des prétendus voyages d'affaires récents de Luc. 3 jours plus tard, ils m'ont envoyé un rapport de près de 30 pages. À l'intérieur, des photos de Jeanne et Luc entrant et sortant du même appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, un quartier que Luc avait dit un jour ne pas supporter à cause du trafic. Un cliché les montrait s'embrassant dans le couloir, un autre Luc brossant les cheveux de Jeanne alors qu'elle était assise dans la voiture. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'ils y étaient allés 5 fois, tout cela pendant que j'étais à Marseille, m'occupant de ma mère après son opération du dos. J'avais quitté la maison pendant 3 semaines complètes pour gérer ses médicaments, ses séances de thérapie et tout ce que Jeanne avait prétendu ne pas pouvoir gérer parce qu'elle était à Paris, travaillant avec une galerie d'art indépendante. Paris. J'ai retrouvé l'email que Jeanne avait envoyé à la famille, photo avec la tour Eiffel au loin, café parisien, crêpes délicates joliment présentées. Je les ai transmises à une amie photographe professionnelle. Quelques minutes plus tard, elle m'a répondu, photo de stock. J'en ai utilisé certaines pour un article de blog l'année dernière. Jeanne n'avait jamais quitté la région. J'ai eu envie de crier, mais au lieu de cela, je me suis connecté à notre compte bancaire joint. De gros retraits avaient eu lieu régulièrement au cours des 5 derniers mois, plusieurs milliers à chaque fois, transférés vers un autre compte qui n'était pas à mon nom. J'ai recoupé certaines des autres transactions, beaucoup d'entre elles correspondaient au calendrier de la location d'appartement de Jeanne, et d'autres concernaient des articles de luxe qui ne sont jamais apparus chez nous. Luc avait déplacé de l'argent, et il l'avait fait pendant que j'étais loin, prenant soin de ma mère, lui faisant confiance pour gérer nos finances. Mais il avait oublié une chose, je gérais nos relevés d'investissement. Les comptes séparés que j'avais créés avant notre mariage existaient toujours, et je savais comment les protéger. Cette nuit-là, pendant que Luc dormait, j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel et je me suis connecté à mon tableau de bord comptable. J'ai transféré chaque centime de notre compte d'investissement partagé vers mon compte personnel légalement autorisé. Je ne l'ai pas volé, j'ai simplement sécurisé ce qui m'appartenait avant qu'il n'ait la chance de le prendre. J'ai aussi retiré chaque centime du fonds que mes parents nous avaient un jour donné comme capital pour ouvrir un petit restaurant,
celui que Jeanne avait suggéré que nous utilisions pour investir dans un rêve partagé entre nous trois, leur rêve, construit sur les ruines du mien. Je ne pleurais plus. Quels que soient les sentiments que j'avais, ils étaient gelés depuis longtemps. Tout ce qui restait était de la clarté, une précision froide et acérée. J'ai tout revu à nouveau, disques durs, documents, relevés bancaires, journaux GPS. Chaque pièce du puzzle était maintenant en place. Tout ce que j'avais à faire, c'était de mettre fin au spectacle qu'il ne savait pas déjà terminé. J'ai choisi un samedi soir, juste avant la semaine où Luc devait être officiellement annoncé comme associé de son cabinet, une étape de carrière dont il s'était vanté auprès de chaque membre de la famille pendant les 2 derniers mois. J'ai envoyé des invitations aux 2 côtés de la famille, commandé des lys blancs, les préférés de ma mère, et engagé un chef privé pour préparer un repas de 7 plats directement chez nous. La table était dressée avec des nappes blanches, les verres en cristal scintillaient sous la lumière des bougies, et dans le coin de la pièce était suspendu le téléviseur de 65 pouces où je prétendais diffuser une vidéo hommage au parcours de Luc. Il ne se doutait de rien. En fait, il semblait ému. « Tu as toujours été à mes côtés », a-t-il murmuré en m'enlaçant alors que j'arrangeais les verres à vin. J'ai souri, me suis tourné vers lui et lui ai doucement redressé son col. Bien sûr. Les invités ont commencé à arriver, mes parents, mon frère et sa famille, quelques collègues de Luc. Jeanne est arrivée la dernière, dans une robe noire moulante, les lèvres peintes d'un rouge brun profond, trop formelle pour un dîner de famille, mais parfaite pour quelqu'un qui prétendait être la star de la soirée. Elle s'est approchée et m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. « Tu es magnifique », a-t-elle dit, les yeux furtivement dirigés vers Luc. « Merci », ai-je répondu, vous avez tous les 2 l'air radieux. Tout le monde s'est assis. Luc a été le premier à parler, levant son verre, « Merci Sophie d'avoir organisé cette belle soirée. Je n'aurais pas accompli ce que j'ai fait aujourd'hui sans toi. » Il m'a souri. Et bien sûr, merci à toute la famille pour votre soutien constant. J'ai légèrement tapé mon verre contre le sien, mes yeux ne quittant jamais Jeanne. Avant le dessert, ai-je dit calmement, je voulais partager quelque chose sur le parcours de Luc. Juste quelques images que j'ai discrètement collectées au fil des ans. J'ai appuyé sur la télécommande. Le grand écran s'est allumé. Cela a commencé par des photos de mariage, nous dans nos tenues de cérémonie sous l'arche fleurie, le soleil se prenant dans mes cheveux. Des photos de vacances ont suivi, des dîners de famille, de doux clichés avec nos 2 parents. Eliane a essuyé ses yeux. Luc m'a serré la main, son regard doux. J'ai attendu quelques secondes de plus, puis j'ai appuyé à nouveau. Première image, Luc embrassant Jeanne à la porte de l'appartement du quartier de la Croix-Rousse. Deuxième, un message de Luc à Jeanne, faire semblant devient trop difficile, encore quelques semaines. Troisième, un contrat de location signé par Luc Lebrun et co-signé par Jeanne Martin. Le silence est tombé dans la pièce, seul le léger tintement d'une cuillère d'enfant frappant le sol le brisa. Je me suis levé lentement, m'avançant au centre de la pièce. Je pense que tout le monde mérite de savoir exactement ce qui se passe derrière les sourires parfaits de Luc et ma cousine. Luc a bondi de son siège, le visage livide. « Sophie, tu te trompes. » J'ai levé la main pour le faire taire. « Non, j'ai juste attendu d'avoir suffisamment de preuves, » ai-je poursuivi le diaporama. Données de transfert bancaire de notre compte joint vers le compte privé de Luc. Jeanne m'appelant trop sensible, elle s'y habituera. Et enfin, une photo capturée par une caméra cachée chez nous, Jeanne et Luc assis proches l'un de l'autre, son bras autour d'elle, dans mon propre bureau. Jeanne a sauté de sa chaise. « Sophie, ce n'est pas ce que tu penses. » Je l'ai coupé, ma voix calme, étrangement calme. « Tu n'as jamais quitté la région, Jeanne. Ces photos de Paris n'étaient que des images de stock. Tu étais là tout le temps pendant que je m'occupais de maman. Et tu as utilisé l'argent que nos parents m'ont donné pour louer cet appartement avec Luc. » Mon père, Philippe, est resté figé, les lèvres tremblantes. « Jeanne, est-ce vrai ?» Personne n'a répondu. Le silence de Jeanne fut la confession la plus claire de toutes. Je me suis tourné vers tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Elle a utilisé Luc pour se faufiler dans une galerie d'art prestigieuse. Cette exposition qu'elle doit ouvrir le mois prochain, ce n'est pas du talent, ce sont des relations. J'ai cliqué à nouveau, un email envoyé à toutes les galeries de la région de Nantes, prouvant la relation inappropriée entre l'artiste et son sponsor. Et enfin, un email du directeur de la galerie Fargeau et Dupont, l'exposition de Jeanne Martin est par la présente annulée.
Nous ne travaillons pas avec des individus qui manquent d'intégrité. Luc a rugi. Tu vas tout détruire, Sophie. Non, ai-je répondu, c'est déjà fait. J'ai juste allumé la lumière. Personne n'a dit un mot après que l'écran est devenu noir. Seule la lueur du lustre est restée, vacillante contre les verres de vin à moitié vides dans une pièce remplie de regards stupéfaits, confus, furieux. Luc s'est effondré sur sa chaise, les poings serrés, mais trop épuisé pour continuer à se cacher. Jeanne est restée raide, les yeux fixés sur le parquet, comme s'il pouvait la sauver du poids de chaque regard dans la pièce. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai sorti 2 enveloppes. J'ai posé la première sur la table, la faisant glisser vers Luc, papier de divorce. Si vous les signez ici, selon les conditions énumérées, je ne transmettrai pas la preuve de vos violations éthiques au conseil d'administration de l'entreprise et je ne divulguerai pas ces images à la presse. Il a fixé l'enveloppe comme si elle contenait une sentence de mort. Tu veux vraiment me ruiner? J'ai levé les yeux, mon regard vide. Je n'ai rien ruiné. Vous l'avez fait, au moment où vous avez choisi de me trahir avec ma propre cousine. Luc est resté silencieux. Cette dernière phrase a coupé le souffle à toute la pièce. Je me suis tourné vers Jeanne, posant la 2e enveloppe sur la table devant elle, une renonciation formelle à l'héritage de la succession de nos parents et le remboursement de chaque euro que je vous ai donné ces 5 dernières années, frais de scolarité, loyer, études à l'étranger, plus les intérêts. Elle a levé les yeux, tremblante. Tu plaisantes, n'est-ce pas? J'ai répondu doucement mais clairement, non. Et si tu refuses, les captures d'écran de tes messages avec Luc seront envoyées à tous les contacts artistiques de la région, même ceux avec qui tu n'as pas encore travaillé. Jeanne a tendu la main et a touché l'enveloppe, mais ne l'a pas ouverte. Elle a balbutié, tu as dit un jour que tu me protégerais toujours. Et tu as dit un jour que j'étais la seule personne en qui tu avais confiance, ai-je rétorqué. La différence, c'est que j'ai tenu ma parole. Tu non. Mon père a parlé, sa voix basse mais ferme, Jeanne, je ne sais pas ce que tu pensais, mais cette famille n'a pas de place pour la trahison. Jeanne a ouvert la bouche pour parler, mais ma mère s'est avancée, sa main tremblante se posant sur mon épaule. Depuis combien de temps portes-tu tout ça seule, Sophie? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je l'ai regardée, et pour la première fois cette nuit-là, ma voix s'est brisée. Parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre soit blessé. Mon frère s'est levé, a contourné la table et s'est arrêté devant Luc. Je pensais que tu faisais partie de cette famille, mais tu en as fait la toile de fond de la plus vile trahison que j'ai jamais vue. Luc a baissé la tête, sans mots, sans excuses. Jeanne s'est assise tranquillement, a sorti un stylo de son sac à main et a signé la renonciation. Ses mains tremblaient, une larme est tombée sur le coin du papier. Personne ne l'a réconfortée. J'ai ramassé les 2 enveloppes, les ai glissées dans mon sac en cuir et suis retourné à ma place. Merci à tous d'être venus au dîner de ce soir. Je suis désolé que ce n'ait pas été la réunion joyeuse que vous attendiez. Mon père s'est levé. Sophie, tu ne dois d'excuses à personne. Ce sont eux qui le doivent. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tes parents sont là. Eliane a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. La famille ne te laissera plus seule. Jeanne s'est approchée de moi, mais je me suis reculé, non pas par rage, mais parce que la distance entre nous ne pouvait plus être mesurée par des mots. Luc s'est avancé. Je vais signer, mais Sophie, je l'ai coupé. Gardez cette explication, vous en aurez besoin pour votre réunion juridique d'entreprise lundi. Un rire sec est venu d'un des invités. Personne n'a ressenti de joie, mais tout le monde a clairement vu, le vent avait tourné. 1 an plus tard, je vis dans un petit appartement au 6e étage du centre-ville de Lyon, avec vue sur le parc de la Tête d'Or. Des fenêtres du sol au plafond laissent entrer la lumière du soleil matinal pendant que je lis le journal avec un cappuccino chaud à côté d'un pot de lavande que j'ai planté le jour de mon emménagement. Plus de faux dîners, plus de matins à verser du café pour un homme qui avait planifié son évasion derrière mon dos. Je vis seul, mais je ne suis pas seul. Ma carrière dans le cabinet d'architecture est entrée dans un nouveau chapitre. Après avoir décroché le contrat du complexe commercial de Toulouse, j'ai été nommé chef de projet, un rôle que j'hésitais autrefois à prendre parce que j'étais occupé à prendre soin de ma famille. Maintenant, je donne à mes propres ambitions l'espace qu'elles méritent. Luc n'est plus à Lyon. Après un examen éthique interne pour conflit d'intérêts et utilisation abusive des données clients, il n'a pas été licencié, mais il a été transféré à la succursale de Clermont-Ferrand. Chaque engagement de prise de parole,
interview et promotion a disparu du jour au lendemain. Il a essayé de m'envoyer un email, juste pour expliquer. Je ne l'ai jamais ouvert. Jeanne est retournée à Paris, cette fois pour de vrai, non pas pour organiser une exposition, mais pour échapper au regard de ceux qui croyaient autrefois en elle. Elle m'a envoyé 3 lettres manuscrites. La première disait qu'elle était trop fatiguée des attentes de la famille. La deuxième était une excuse de 5 pages. La troisième était courte, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je comprends si tu ne peux pas me pardonner. J'ai gardé les 3 lettres dans le tiroir du bas de mon bureau, non pas pour revivre le passé, mais pour me rappeler que j'ai avancé sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Ma nouvelle vie n'a pas de place pour les voix qui réduisent au silence mes propres sentiments. J'ai peint les murs de mon salon en vert olive, la couleur que Luc appelait autrefois sombre et peu sophistiquée. J'y ai accroché mes propres dessins, des croquis que je fais chaque week-end pour me libérer. Parfois, un rayon de supermarché remue encore de vieux souvenirs, la glace préférée de Luc, une robe que Jeanne a un jour empruntée. Mais il ne porte plus de douleur. Ce qui apportait autrefois de la douleur est devenu le fondement d'une version plus calme, plus forte, plus complète de Sophie. Une fois, assise avec ma mère dans un petit café près de chez moi, elle m'a pris la main et a dit « Je suis désolée de t'avoir laissé porter tout ça seule si longtemps. Je le vois maintenant, tu es la plus forte de cette famille. » J'ai souri, ne répondant pas tout de suite, mais dans mon cœur, une phrase résonnait clairement, il pensait que j'étais faible, mais ce fut mon silence et ma fermeté qui les firent tomber. Je n'ai pas cherché à me venger en criant ou en les exposant. Je les ai simplement laissés se défaire dans la toile même de la cupidité et de la tromperie qu'ils avaient construite. Quant à moi, j'ai reconstruit ma vie pièce par pièce, sans hâte, mais avec certitude. Ce week-end, je vais en Corse avec un groupe de nouveaux amis, des gens qui connaissent toute l'histoire et qui ont quand même choisi de rester, non par pitié, mais par respect. Je ne suis plus la Sophie d'il y a un an, celle qui vivait dans l'ombre de relations superficielles et d'attentes imposées. Maintenant, je vis dans ma propre lumière, et les jours ensoleillés comme ceux-ci, je sais plus clairement que jamais, la liberté ne vient pas après avoir été blessé. C'est quelque chose que nous choisissons quand nous sommes assez courageux pour laisser partir ce qui n'en vaut plus la peine. L'histoire de Sophie est un puissant rappel que les pires trahisons viennent parfois de ceux en qui nous avons le plus confiance. Mais au lieu de riposter avec colère, elle a choisi de se relever avec raison et force. Dans sa douleur, Sophie n'a pas seulement protégé sa valeur, elle a reconquis sa liberté, sa dignité et son respect de soi avec une grâce remarquable. Dans la vraie vie, certaines blessures sont inévitables, mais notre façon de réagir définit qui nous sommes, résilients, autonomes, et ne faisant plus de compromis pour ce que nous ne méritons pas. Que pensez-vous de la façon dont Sophie a fait face à la trahison et a reconstruit sa vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires puissantes et inspirantes sur la famille et le bien-être.